coucou, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je suis avec magnifique Anna que j'ai rencontrée au Brésil chez Laetitia de la chaîne Le Corps, la Maison, l'Esprit, et qui a également une chaîne YouTube, Les Gracieuses, où elle parle de féminisme, elle parle un peu aussi de ta vie un peu personnelle, de ses réflexions, parle aussi de, comme elle est interne en psychiatrie, elle parle aussi de toute cette sphère-là, de psychologie, etc. C'est hyper intéressant. Merci. Et je disais qu'on avait eu un petit coup de... Enfin, moi en tout cas, j'ai eu un coup de cœur quand je t'ai rencontrée chez Laetitia, parce que, je sais pas, déjà de ce que tu dégageais, et puis on avait quand même pas mal de choses en commun, et puis on a beaucoup discuté, et de retour sur Paris, on s'est revus assez rapidement. Voilà, je sais pas si tu vas rajouter une petite chose. Bah non, mais c'est juste quand tu disais que quand on s'est vu, on a tout de suite eu un coup de cœur, ça m'a juste rappelé que la première fois, enfin comment j'ai eu le coup de cœur en fait avec toi. Oh c'est que genre la première fois que je t'ai vu, tu sais, on est arrivé à 7h du mat, un truc comme ça, on sortait de l'avion, et toi tu sortais de soirée, donc t'étais un peu en mode tranquille et tout, genre la nana, enfin trop cool et tout, trop sympa. Et après on était allés à la plage ensemble, et là tu commençais à parler un petit peu de ta vie, etc. Et enfin, entre guillemets, je voyais un peu plus le côté profond de voilà, ton histoire, de tes réflexions et tout, et je me suis dit mais c'est exactement le genre de contraste que j'aime trop chez les gens, quoi. Donc voilà. Oh mon Dieu, je savais pas, c'est trop touchant. Voilà. Maintenant tu sais. Et voilà. Et donc aujourd'hui on est ensemble pour faire une vidéo qui j'espère vous plaira. En tout cas, nous on a trop hâte de commencer. Anna et moi on a pas mal de points communs, notamment un peu notre histoire. Ouais, puis tous nos centres d'intérêt aussi. Ouais. Du coup, on est toutes les deux d'origine algérienne. Donc voilà, on a quand même un pied de l'autre côté de la Méditerranée et un autre ici, l'entre-deux. J'en parle assez souvent dans ma chaîne. Et il y a plein de thématiques qu'on aime. Ouais, je pense que toutes les thématiques dont tu parles sur ta chaîne, c'est des thématiques qui me passionnent aussi. Donc c'est pour ça aussi qu'on a tout de suite eu des discussions très longues, voilà, où on kiffait et ça durait des heures. On a refait le monde. Et donc voilà, là on s'était dit qu'on avait envie de partager avec vous un petit peu notre... juste les personnes qu'on est en fait, tout simplement. Et essayer un peu de montrer à travers nos vies respectives un petit peu, je trouve, la mosaïque de culture et de personnes qu'on peut rencontrer en fait à travers le Maghreb. Un peu à contrario, l'idée un peu d'une identité, je trouve assez... qui a été pas mal uniformisée quand même par la France, mais aussi par tout le passé colonial, etc. Et que, même si on a des origines en commun, on a eu des parcours de vie quand même complètement différents. Et en plus, je pense que, on le verra aussi, qu'il y a beaucoup de diversité entre nos deux parcours, mais qu'en même temps, on a aussi énormément de points communs et qu'on ne représente absolument pas toute la diversité qu'il y a dans l'identité arabe ou maghrébine ou... orientale, on peut utiliser tous les termes, tous les clichés qui existent, mais on représente une toute petite partie et déjà on voit qu'il y a beaucoup de différences. Ouais. Et pour ce faire, Anna elle a eu une super idée. En fait, on s'était dit qu'il fallait quand même qu'on choisisse des thèmes parce que sinon, je pense que la vidéo elle aurait duré 3 heures. Et on a mis nos petites idées là-dedans et puis on va piocher. Je voulais jouer. Voilà, donc vas-y, je t'en prie, tu peux commencer. Alors, premier thème. Attention. Du coup, ils ont des tailles différentes, donc je sais. Attends, je vais prendre un petit parce qu'il y en a plus. Okay. Alors. Ça commence bien, l'enfance. On commence par le début. Oh génial. Je t'invite à commencer. Déjà, comme je te le disais, moi je suis née en Algérie. Donc je sais que moi c'est l'un des trucs qui me distingue de beaucoup de franco-maghrébins de mon âge qui vivent en France. C'est vrai que beaucoup c'est plutôt la génération de leurs parents, voire de leurs grands-parents après la colonisation qui sont arrivés en France. Et donc moi quand je suis arrivée en Algérie, j'étais très petite, j'avais 1 an et demi. Mais voilà, je suis pas née en France et je pense que j'ai exactement la même vie qu'une française, que n'importe quelle française franco-maghrébine. Mais voilà, j'avais quand même toujours sur ma carte d'identité Oran Algérie écrit, et pour moi c'était quand même un truc... D'un côté j'étais assez fière d'avoir cette différence, mais d'un autre côté c'est vrai que j'ai eu la nationalité du coup vers l'âge de 10 ans.
Et ça a été vraiment un moment, je sais qu'avant ça, je me sentais pas légitime en tant que Française, puisque de fait, je l'étais pas. Ouais. Et que du coup, même après, ça a été difficile de me considérer, enfin de m'autoriser à me considérer comme Française. C'est-à-dire que dans ma façon de vivre, dans ma mentalité, je pense, voilà, ma culture, mes habitudes, etc., j'étais complètement française, mais j'avais l'impression, et beaucoup de personnes en France nous renforcent cette impression, que j'étais pas légitime à être une vraie Française. Et même chose que maintenant il faut que je travaille dessus, même si voilà, c'est quand même, je me considère comme française et j'ai pas de problème à dire aux racistes hey. Je suis française. Mais voilà, déjà, bon, c'est juste la naissance, on peut parler beaucoup. Vas-y, je te laisse. Je vais rebondir quand tu parles de légitimité. Moi, je suis née en France et pareil, hein, je m'appelle Imen et voilà, j'ai un peu la tête qui va avec. Et donc c'est vrai qu'on m'a souvent, moi aussi, un petit peu... voilà, on m'a fait comprendre que j'étais pas la française comme on s'imagine. Et ce qui est intéressant, c'est que moi de mon côté, ma grand-mère est française, donc mon père est franco-algérien. Et c'est vrai que je me rends compte maintenant avec les années que c'était quelque chose que je revendiquais pratiquement. Ah mais je comprends totalement. Tu vois, j'étais en mode oui, mais par contre, moi ma grand-mère elle est française, elle s'appelle Claire Montavi. Enfin vraiment, j'insistais sur ce genre. Je sais que moi j'avais presque, je sais pas comment dire, enfin je me disais ah mais ça doit être tellement bien ceux qui ont un parent, même si c'est assez lointain, qui est français, parce qu'au moins ils peuvent s'appuyer sur ça, tu vois, genre j'avais pas honte de mes origines ou quoi que ce soit, mais je me disais ah ça doit être tellement plus facile, tu vois, de pouvoir... Donc ouais, c'est triste quand même, mais... C'est triste d'en arriver là, et surtout c'est que je me rends compte maintenant avec le recul que... Enfin, je m'appuyais tellement sur ma grand-mère alors que je la voyais une fois par an, etc. Qu'elle était vraiment très loin de moi et que en fait, les choses qui faisaient que j'étais vraiment française, elles étaient sous mes yeux et je les voyais pas, tu vois. Et maintenant avec le recul, je me dis mais j'ai pas perdu de temps, mais quand même, je trouve que dans la construction de ton identité, c'est pas forcément évident, ouais. Et après, ah oui, il y avait aussi l'expression de Laetitia. Ah oui, alors... Il faut savoir qu'on a une très chère amie qui s'appelle Laetitia, qui est très connue sur YouTube, que vous connaissez certainement, qui nous avait fait rire en fait. Elle utilisait cette expression pour rigoler, mais ça nous a beaucoup marqué, je pense, parce que c'est assez représentatif de certains clichés qu'on peut avoir sur l'identité des Arabes en France. Et elle disait en fait il y a un peu les Arabes des pavillons et les Arabes des cités, genre les Arabes comme on s'imagine dans les clichés de la cité, les problèmes de la cité, etc. Et puis t'en as certains, quelques-uns, une petite minorité qui échappe à ce truc là. Alors ils ont quand même le cliché sur leur dos, mais ils ont une vie un petit peu plus occidentalisée, un petit peu moins ostracisée, parce qu'au final c'est vrai qu'on parle des cités comme un truc qui est très rattaché à une certaine ethnicité, tu vois, que ce soit les Maghrébins, que ce soit tout ce qui n'est pas blanc en France. Mais en fait, la cité, c'est un truc typiquement français, c'est ça, tu vois, qui est drôle. D'ailleurs, ça me fait rebondir sur un truc, désolée, on s'éloigne vachement du sujet, mais je sais qu'il y a un truc qui m'a toujours énervée, c'est que quand t'as des films français qui parlent de personnages maghrébins, mais pas français, enfin vraiment maghrébins du Maghreb, ils les font souvent jouer par des acteurs français qui ont un accent de cité. Vous le diront, la banlieue a son langage, un mélange d'arabe, de gitan, de dialecte africain, débité sur un rythme emprunté au rap et sans cesse renouvelé. Après le verlan, la mode du moment, c'est le mot wesh, quoi, en arabe. Wesh gros, ça veut dire comment ça va? Ouais gros, comment ça va? Viens toi ma gueule, tranquille. Ouais, et ils insistent sur ce côté-là, c'est-à-dire que je pense que même les gars, ils n'ont pas forcément l'accent de cité de base, mais ils leur demandent d'insister là-dessus, alors que des fois, c'est un film d'une autre époque où ça n'existait pas, où genre les gens qui vivent en Algérie, ils n'ont pas du tout l'accent des cités, ils ont l'accent du bled, mais ils n'ont pas l'accent des cités. C'est intéressant ce que tu dis. Et du coup, alors que la cité c'est un truc français, genre l'accent des cités c'est un accent français parmi les divers accents qui existent en France. Donc bref. Et du coup, toi, est-ce que tu as vécu en cité? Alors moi j'ai vécu en cité pendant très peu d'années, 2-3 ans je crois. 3 ans, donc j'ai fait ma grande section et mes 2 premières années de primaire, j'étais à Montreuil. Ça va, c'était pas encore trop craignos de ce que je me rappelle. Je veux dire que ma mère elle nous emmenait au parc à côté.
Je me suis jamais vraiment fait embêter autre, mais après j'étais une petite fille. Et puis après on a déménagé dans le fin fond du 77, dans pleine campagne, une petite ville de Provins. Et là, dans un pavillon. Donc voilà, je vais le mettre. Donc c'est une arabe des cités et une arabe des pavillons. T'as une ascension sociale. Ouais, j'avais 8 ans. Mais en fait, c'est vrai que moi, mes parents, depuis ma naissance, si je dois reprendre depuis ma naissance, on a toujours vacillé entre Provins et la région parisienne. Donc au début, quand je suis née, mes parents avaient un petit appartement à Bagnolet, puis après on est passé à Provins, et puis on est revenu. Enfin bref, on a fait beaucoup de choses, mais oui, il y a clairement eu une ascension sociale. C'est marrant parce que moi c'est assez similaire en fait, parce que j'ai vécu en cité aussi. Alors moi il faut dire aussi que je suis fille unique, donc je pense que c'est un truc, c'est vrai que dans l'enfance on n'en a pas parlé, mais on s'imagine toujours les familles d'arabes avec plein de frères et sœurs, famille nombreuse, moi non, fille unique. Et j'ai vraiment vécu la vie de la cité, mais le truc c'est que j'ai une expérience différente du fait que c'était vraiment mon enfance, et je pense que quand t'es enfant et quand t'es adolescent, enfin quand tu commences à être un peu une femme et tout, je pense que t'as une expérience totalement différente. Mais je me souviens que, en fait, vraiment le but de ma maman, je pense que vraiment sans aucun préjugé pour la cité ou quoi, mais vraiment parce qu'elle voyait que j'avais pas les mêmes chances en grandissant là-bas, c'était vraiment de me sortir de là. Donc du coup, elle a tout fait pour m'inscrire dans une école, contourner la carte scolaire, une école qui était en dehors de la cité. Donc en fait, pendant une période, je vivais dans une cité à Grenoble et j'habitais dans j'étudiais dans une école du centre-ville, et je me souviens que j'avais trop honte je faisais tout pour que les gens sachent pas que j'habitais dans cette cité, alors qu'ils s'en fichaient et que eux c'était des petits bourgeois qui habitaient au centre-ville. Je pense qu'ils savaient même pas ce que c'était cette cité, ils auraient même pas tilté, mais c'était un peu une pression comme ça. Et je me souviens qu'il y avait une période où tous les matins je me réveillais et ma crainte c'était que notre voiture elle soit brûlée et qu'on puisse pas aller à l'école, et que je dois dire que c'était à cause de ça, parce qu'il y avait une période où tous les matins il y avait une voiture différente du parking qui était brûlée. Donc j'ai quand même vécu une certaine expérience difficile de la cité, mais moi j'étais enfant donc j'étais pas vraiment directement impactée, même si ça fait un petit peu peur quand même. Mais par contre après on a déménagé nous dans le nord de la France, donc vraiment on habitait à Grenoble, donc c'était une ville plutôt qui a une image un peu plus ouverte, etc. Et on est arrivé, quand on commençait à dire aux gens de notre famille qu'on allait dans le nord de la France, ils étaient là oulala, ils avaient une image hyper négative. Et d'un côté il y avait ça, c'est vrai que c'est une région de France qui est très pauvre, mais d'un autre côté c'est là où on a vécu cette sorte d'ascension sociale, où pour la première fois de ma vie j'ai eu une maison avec un jardin, pour moi c'était incroyable. Donc j'ai connu pas mal d'environnements différents aussi. D'accord, c'est intéressant. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur notre enfance? Je pense qu'on pourrait dire plein de choses, mais il faut qu'on avance. On a déjà parlé 12 minutes sur l'enfance et on a encore plein de petits papiers. Donc du coup c'est à ton tour. Ouh là 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 là, le flouss. L'argent, petite traduction, mais bon, on a vu, vous devez connaître l'argent. Intéressant. Ça fait partie des apports de l'arabe dans la langue française. Eh oui. Certains vont avoir de l'urtique facilement. C'est clair. 30% de la langue française a des mots issus d'origine arabe. Oui, il n'y a pas que des mots d'argot. Pas que des mots d'argot. Ouais. Ça des sujets. Alors l'argent. Alors du coup, c'est vrai que c'est moi qui avais écrit les catégories, et donc je te disais, quand j'avais écrit ça, je pensais pas forcément rattaché au fait qu'on soit arabe, mais juste notre rapport à l'argent en tant que jeune femme. Bien sûr. Alors, mon rapport à l'argent, comme ça, de but en blanc, je dirais que moi je suis quelqu'un, ça peut paraître un peu contradictoire dans un premier temps, mais vous allez comprendre. Je suis pas du tout matérialiste, c'est-à-dire que moi j'ai toujours préféré investir dans des choses qui pour moi ont plus de sens, comme le voyage. Je pense que c'est un de mes premiers centres de dépenses. Ou alors tout ce qui va être accès à la culture, les expositions, machin et tout, et mon alimentation. C'est vraiment, je pense, mes premiers centres de dépenses. J'ai eu une période où, oui, c'est vrai, j'achetais beaucoup de vêtements, etc., mais on pourra en parler dans l'autre catégorie. Mais à l'heure actuelle, voilà, c'est vraiment mes grands centres Voilà, c'est mes centres de dépenses. Après, à côté de ça, je suis quelqu'un j'ai un petit problème avec cette notion qu'il faut absolument faire des économies. C'est-à-dire, il faut absolument avoir de l'argent de côté. Enfin, je sais que moi, dans mon entourage, chez mes amies, ils ont tous genre... Des amis rebeux ou pas forcément? J'ai pas oui, t'as pas d'amis rebeux. Ah oui, ça, on aurait pu le mettre. J'ai pas beaucoup d'amis rebeux. Et franchement, je n'en comptais qu'une seule, je crois.
C'est moi. Ah non, 2, je pensais même pas à toi. Je te jure. Ok, je suis pas ton amie. Non, non, pas du tout, c'est que, tu vois, mais même dans ma présentation, je t'ai pas mis dedans. C'est Ah ça, on me l'a souvent dit, hein. On m'a souvent dit, Ouais. genre mes amis français, non mais toi c'est drôle, on dirait pas vraiment que t'es Moi, malade. c'est pareil. Ouais. Bon. On va en parler aussi, ce sera C'est l'objet clair. d'une autre vidéo. Et oui, et donc ils ont tous à peu près au moins, je sais pas, 2000, 3000, voire on a plus, voire 10 000, 15 000 euros de côté. Moi, c'est un concept que j'ai beaucoup de mal à comprendre parce que moi, l'argent, pour moi, je vois ça comme de l'énergie en fait. Pour moi, c'est quelque chose qui doit circuler, c'est quelque chose qui rentre, qui sort. Bien sûr que des fois, j'ai des périodes où je suis très ric-rac et oui. Des fois j'ai des grosses galères dessous, mais j'arrive toujours à m'en sortir. Et voilà, peut-être parce que je suis quelqu'un qui vit énormément au jour le jour, je sais pas, mais j'aime pas trop me dire, j'arrive pas en fait à avoir ce concept, tu sais, de il faut que j'ai de l'argent de côté au cas. Moi c'est assez marrant parce que là pour le coup je pourrais dire quasiment la même chose mot pour mot, genre c'est assez drôle mais les trucs dans lesquels tu aimes mettre, enfin c'est important pour toi de mettre de l'argent. En fait voilà c'est ça. Je vais peut-être du coup faire un peu d'historique. Au niveau de ma famille, comme beaucoup de personnes qui ont eu un parcours d'immigration, dans mon enfance, voilà, on était plutôt dans une certaine précarité qui n'était pas immense parce qu'on a toujours eu un toit sur notre tête, on a toujours eu suffisamment à manger. J'ai toujours eu un de mes deux parents qui travaillait avec un salaire pas forcément très élevé, mais voilà. Mais en même temps, j'ai toujours, quand on faisait des courses et tout, pour moi c'est impossible d'acheter de la marque, tu vois, genre tu vas forcément essayer de prendre le truc le plus cher parce que la marque c'est juste plus cher pour des arguments marketing, mais c'est pas forcément mieux. Et d'ailleurs je pense que c'est vrai et que je suis contente qu'on m'ait inculqué ça, mais c'est vrai que tu vois j'ai beaucoup ce truc et genre je vais toujours chercher le prix le moins cher. Après je vais pas forcément acheter le truc le moins cher, mais je vais toujours comparer pour voir si je me fais pas avoir, tu vois. Je pense que c'est quand même des petites habitudes que t'as quand t'es entre guillemets pauvre, même si je me considère pas, je pense que j'ai connu une relative précarité à certains moments, mais globalement voilà c'était ça restait largement dedans quoi. Et après du coup à l'adolescence aussi, jeune adulte, quand j'ai commencé à à être étudiante, et j'étais boursière, j'avais une petite bourse, quand j'ai commencé à avoir un petit peu d'argent à gérer, c'est vrai que les trucs dans lesquels je mettais c'était genre les vêtements. Comme toi, tu vois, parce que c'était... Bon déjà, je pense que c'est une période où tu commences à découvrir ton corps de femme, et pour moi ça m'a aussi beaucoup servi, mais on en parlera après pour accepter mon corps. Mais après il y avait aussi ce truc de plaisir instantané, et je pense que ça, beaucoup de personnes qui me manquent un peu, qui ont pas des moyens très importants, ont ce truc. Et je me souviens que j'avais des copines au lycée et tout, qui elles déjà, qui étaient de familles plus aisées, et qui faisaient des voyages, tu vois, elles étaient même pas majeures, elles avaient déjà fait des super beaux voyages. Et je trouvais ça génial, mais c'est vrai que ça pour moi c'était pas pour moi. Et je me disais, même si le peu d'argent que j'ai, je le dépense dans un truc qui est pas forcément, qui est assez superficiel, etc., au moins, je sais pas, c'est un plaisir que j'ai tout de suite. Et ça, j'ai complètement viré là-dessus, et je me dis, quand je repense à tout l'argent que j'ai dépensé dans des trucs inutiles, je me dis, mais bon, après, je pense que je suis contente parce que j'ai quand même eu cette prise de conscience assez tôt. Je vois des gens qui ont mon âge, qui sont même plus âgés, qui ont pas forcément encore ce truc. Après, bon, ils font ce qu'ils veulent avec leur argent. Mais c'est vrai que maintenant j'achète plus de vêtements, genre je mets... Voilà, ça c'est un truc de friperie, et encore c'est le truc extravagant du jour. Mais ouais, je mets des trucs très simples et tout, et par contre ça me pose pas de problème. Alors moi c'est pareil que toi, l'alimentation, je sais que je pourrais faire des économies énormes sur l'alimentation, mais moi ça me pose pas de problème de dépenser beaucoup dans l'alimentation. Après j'ai un autre truc aussi qui est discutable, mais pour moi, en fait disons que pour moi, c'est bien de mettre de l'argent dans des trucs qui ont du sens pour toi. Et je sais très bien que ce qui a du sens pour moi n'aura probablement aucun sens pour quelqu'un d'autre. Mais par exemple, j'adore aller au resto, j'aime bien, en fait, les moments que je passe dans la convivialité, dans des trucs comme ça, pour moi, c'est un truc qui a de la valeur. Et du coup, ça me dérange pas de mettre de l'argent là-dedans. Même si je sais que c'est un gros poste de dépense, et que si je voulais faire des économies, ce serait vers là que j'en ai rentré. Les voyages, pareil, c'est un truc qui coûte très cher, mais c'est tellement une expérience incroyable et un truc que j'adore que ça me pose pas de problème de mettre de l'argent dedans. Du moment où ça me nourrit, où ça m'apporte quelque chose, où ça m'élève, ça me pose pas de problème. Après, c'est sain aussi de se faire parfois des petits plaisirs sur le vestimentaire ou le maquillage ou des trucs comme ça, mais c'est vrai qu'en ayant perdu cette habitude-là, ça me fait plus si plaisir que ça. Et du coup, je suis contente aussi de voir que j'ai ce détachement... Alors qu'avant c'était limite, compulsif. Ouais, voilà, c'est ça, compulsif, j'allais dire limite de l'addiction, mais ça c'est un truc, un plaisir instantané, mais qui est suivi de culpabilité. Exactement. Donc,
Ouais, donc on est... Et je suis totalement d'accord avec toi. Enfin, ouais, sur tout ce que tu dis, ça me parle assez sur le fait que c'est pas forcément important de mettre de côté. Ouais, ah oui, et un truc aussi, enfin, je sais pas si ça apporte des informations en plus, mais c'est quelque chose qui me parle, c'est que moi je me dis que j'aime, en fait, pour moi l'intérêt de l'argent, c'est pas d'être riche ou de posséder ci ou ça, c'est que quand j'ai des projets, je puisse les réaliser. Et c'est un truc assez concret, enfin assez bête, mais pour le coup, moi, ça me parle assez. Parce que c'est-à-dire que des projets, ça peut être quelque chose... Enfin, je sais pas, par exemple, quand tu fais des vidéos sur YouTube, tu dois acheter plein de matériel, ça coûte assez cher. Mais le fait de pas être bloqué dans ce projet-là, qui est, du coup, moi, d'être plus créative, etc., pour moi, c'est important de pouvoir... Enfin, quand je m'imagine le métier, enfin, dans le futur, la situation dans laquelle j'aimerais être financièrement, etc., je me dis que j'aimerais pas être bloquée par rapport à des projets. Mais après, c'est pas de l'argent juste pour oui, c'est pas une fin en soi. Enfin, pour toi, c'est un moyen qui te permettra d'accéder, mais tu te dis pas, je veux... Enfin, ma finalité, c'est de faire le plus de business possible pour avoir le plus d'argent. Et je sais qu'il y a un moment dans ma vie où comme j'avais ce truc des gens qui n'ont pas forcément eu beaucoup d'argent quand ils étaient enfants, oui, il y a un moment où je me disais j'aimerais bien être riche, mais juste pour un peu, tu vois, la revanche de la vie, quoi. Genre ça y est, maintenant je suis riche, mais ça m'est passé très vite. J'ai eu une petite période comme ça à l'adolescence et ça m'est passé très vite. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et puis après, moi, le petit truc que je pourrais rajouter, c'est aussi, je pense que mon rapport à l'argent a énormément évolué l'année qui vient de passer, parce que j'ai voyagé pendant 9 mois et j'ai voyagé avec vraiment très peu de moyens. Sur 9 mois, j'ai dû dépenser même pas 5 000 €. Et c'est vrai que comme ça, je sais qu'avant de partir, tout le monde me disait mais que j'étais folle, qu'il me fallait au moins le double pour réussir à survivre et tout. Et en fait, en plus dans des pays que je ne connaissais pas forcément, où je savais que j'allais pas forcément trouver un travail facilement. Et finalement, c'est là où j'ai vraiment pris conscience que je gagne vraiment beaucoup d'argent. Et que plus du 2/3 de ma... Enfin, j'exagère pas, vraiment, je pense que j'ai 2/3 de ma paye, si on enlève le loyer et tout évidemment, en fait, qui est là en fait que pour mon bon plaisir. Enfin, j'ai pas d'enfants, enfin, tout cet argent il va que pour moi. Et en voyageant et en voyant que j'ai réussi à m'en sortir avec si peu, je me suis dit... Ah mais quand même, enfin, tu vois, j'ai remis en question pas mal de choses qui pour moi je pensais étaient sûres. Allez, je me suis quoi, 1700, 1800 par mois, c'est vraiment pas énorme, mais c'est aussi une question de rythme de vie, c'est beaucoup de choses. C'est vrai que dans l'argent, il y a beaucoup le truc de comparaison par rapport aux autres, et c'est naturel. Mais moi je connais des gens que j'aime beaucoup, qui sont proches de moi et qui gagnent très 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 bien leur vie. Et en fait, ils se sentent toujours pauvres parce que les gens qui sont autour d'eux, ils gagnent encore plus. Et du coup, ils savent que c'est absurde, mais... ils ont quand même ce sentiment-là. Et voyager, en effet, on se rend compte que rien qu'en étant français, on est déjà riche en fait. Et quand ça me paraît évident de le dire, mais quand tu voyages pas, c'est un peu plus dur. Tu vas ? Oui. Rapport au corps et à la féminité. Du coup, je dois commencer, c'est ça ? Ouais, commence. C'est vraiment dur comme question. Bon, alors du coup, je vais prendre le parti de prendre la question de l'arabité pour répondre à cette question, parce que ce sera un peu plus simple, ça nous donne un axe. Mais c'est vrai que c'était un peu répondre aussi aux clichés qu'on a par rapport aux femmes maghrébines. Je me souviens que quand j'étais adolescente, tu vois, je commençais à prendre des formes, etc. Et moi, clairement, nous, on est la génération où les modèles, c'était pas Kim Kardashian, quoi. C'était Kate Moss, c'était des filles super fines, c'était les top modèles des magazines et tout. Donc on a toujours... je sais pas, mais pour une fille, c'est normal de se trouver trop grosse, quoi. Il y a toujours quelques filles qui se trouvent trop minces parce qu'elles sont vraiment très maigres et que du coup, on les critique pour d'autres choses. Mais la majorité de mes copines, genre 8 sur 10, elles se trouvaient trop grosses alors qu'elles étaient toutes normales. Mais déjà petites, quoi. Je me souviens que la première fois que j'ai fait un régime, que j'ai essayé, j'avais 8 ans parce que je pesais 25 kilos et que ma copine elle pesait 24 kilos, ma copine qui faisait une tête de moins que moi. Mais bref. Et quand j'ai dit à ma mère, j'étais toute fière, je lui dis oui, je fais un régime. Et elle m'a engueulée, elle m'a défoncée. Elle m'a dit mais ça va pas. Mais tu es folle toi. Wallah t'es morte, va que je t'attrape Hamara. Je suis contente, n'empêche qu'elle ait eu cette réaction parce qu'il y a des mamans qui disent à leurs enfants, à l'époque, qui disaient à leurs enfants c'est bien, oui, il faut faire attention. Ça paraît fou, mais je sais que ça existe tellement cette pression sociale est forte.
Mais bon, donc du coup après j'ai compris qu'il fallait plus que je dise à ma mère que j'essayais de faire un régime, mais j'ai quand même essayé, mais bon j'ai jamais essayé très sérieusement parce que j'aimais trop manger. Et aussi je faisais de la danse classique, donc du coup t'as aussi ce truc où tu te vois tous les jours en juste au corps, en collant devant d'autres filles. Bon j'ai jamais été grosse, mais j'ai toujours eu l'impression d'être grosse. Et c'est fou maintenant quand je revois les photos, tu vois j'ai toujours eu l'impression que j'avais 3 à 5 kilos en trop. Et j'ai l'impression que c'est un truc assez commun pour beaucoup de femmes, des petites, ouais. Moi c'est tout l'inverse, tu vois. Ah ouais Ouais, bah moi, si on doit parler de notre enfance et début d'adolescence, moi c'était le contraire, j'étais très très mince. Oui. On m'appelait le ssquelette. Ah ouais. Ouais, jusqu'à l'âge de 15 ans. Tu fais partie des certaines dont c'est ça. Je faisais un... Ouais, je me rappelle, j'étais en 4e, 3e, je m'habillais encore avec du 12 ans, alors que mes copines elles étaient déjà aux 16 et tout, mais moi il n'y a rien qui me tenait. Et puis après, l'adolescence est arrivée. Et j'ai eu des problèmes avec la nourriture. Et c'est vrai que mon corps a énormément changé. Je suis passée de la petite qui faisait, je crois, je faisais même pas 50 kilos et j'avais presque atteint les 60. Bon, en gros, j'ai jamais été grosse, hein, mais voilà, tu passes d'un 32 à un 38-40, donc voilà. Puis t'as les vergetures, t'as tout ça. aussi dans le rapport au corps, oui. Qui sont apparus, et puis j'étais dans une période où, en gros, ma mère m'avait forcé à mettre le voile, donc déjà, tu vois, déjà à l'adolescence, quand t'as tes seins qui poussent, que t'as des poils qui apparaissent, tu t'y attendais pas, tout ça, c'est assez compliqué, mais qu'en plus... t'as une autre injonction qui est pas biologique qui arrive se mettre par-dessus, j'osais pas en fait aller voir ma mère et lui dire... Voilà, elle est là, le cliché de la fille qu'on a forcé à porter le voile. Elle est là. Tu pourras répondre sur ton rapport à la féminité après ça. Ouais. Et oui, j'ai jamais osé, du coup, aller voir ma mère et lui dire, voilà, j'ai ça qui, voilà, j'ai des vergetures, pourquoi est-ce que maintenant j'ai l'impression d'avoir des grosses fesses, tu vois, et puis bon, clairement, ma mère, elle est vraiment comme ça, comme beaucoup de maghrébines en termes de morphologie. Moi, j'étais un peu comme elle et c'est vrai que ça a été, pour moi, ça a été un c'était grand vraiment choc. le complexe de mon adolescence et de jeune adulte, les vergetures. Vraiment, ah oui, ça moi aussi. C'était un jusqu'à truc, pas très longtemps. Jusqu'à maintenant, j'arrive à l'assumer et à me rendre compte qu'en fait, il y a tellement de femmes qui en ont. Mais moi, c'était vraiment un truc. Je me disais, mais elles ont trop de chance, les filles qui sont grosses et qui n'ont pas de vergetures, parce qu'elles peuvent mincir, tu vois, elles peuvent faire du sport et tout. Mais moi, c'est tout, c'est fini. Et je me souviens qu'une fois, ma mère, parce que voilà, quasiment toutes les femmes de ma famille ont des vergetures aux mêmes endroits. Du coup, c'est un truc génétique et tout. Et un jour, ma mère m'a demandé, ah tiens, au fait, est-ce que t'as commencé à avoir des vergetures, toi? Et du coup, j'étais super gênée. Je lui ai fait non. Parce que, pour moi, c'était tellement la honte, quoi. Que c'était. Ouais, en plus, comme du coup, je faisais encore de la danse classique, le fait de se montrer dans les vestiaires et tout. Mais bon. Ça m'a vachement aidé YouTube pour le coup, d'entendre des gens parler de tout ça. Je me souviens que Enjoy Phoenix avait fait une vidéo sur les vergetures. Et tu vois, elle a quelques années de moins que nous. Donc ça n'a jamais été trop une fille que je regardais, mais je me souviens que j'étais là, mais c'est vraiment chouette, tu vois, que YouTube existe pour parler de trucs comme ça. Ouais, maintenant c'est assez facile d'en parler, il y a pas mal de filles qui en ont parlé, mais à l'époque pour moi c'était un truc pour moi c'était un... Bon, j'exagère en disant ça, mais il y avait quand même un peu un côté malédiction d'être une femme, quoi. Genre t'as des vergetures, alors qu'en fait il y a des mecs aussi qui en ont, mais bref, c'est vrai. C'était t'as des vergetures, t'as tes règles, j'étais pas trop fan de mes caractéristiques féminines. C'est vrai que j'aimais bien un peu l'idée d'être un peu androgyne, d'être un peu enfant. Je me souviens que quand j'ai commencé à être ado, bon, ça a jamais été au point d'avoir de la dysphorie du genre ou des trucs comme ça, ou de me dire, que ce soit un mal-être envahissant, mais je me disais, j'ai pas envie que ça vienne trop vite, j'aime bien être encore un peu dans l'enfance. Parce que t'as quand même un peu ce côté où tu commences à avoir tes caractéristiques de puberté, alors que les mecs qui ont le même âge que toi, ils les ont pas encore, mais ils les ont un peu plus tard. Ouais. C'est marrant. Ouais, moi je me rappelle que moi j'ai eu mes règles assez tard, j'étais en Donc toi tu étais pressée de les avoir? Et du coup oui, mais tu sais, moi je suis passée d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire que je suis passée de jusqu'en 3e, je me rappelle, j'avais pas de fesses, pas de seins, rien du tout, même les garçons me le disaient, tu sais, à la cour où on est touché les fesses des autres filles et tout, mais moi une fois, je me rappelle, ça m'a marqué. Il y a un mec qui m'a dit, il a touché en gros les fesses de pratiquement, je crois, mes 3 copines. Et au moment, il arrive à moi, il me dit, mais de toute manière, toi, il n'y a rien à toucher. Waouh.
Moi ça m'a j'aurais fait trop bien. aimé qu'on me dise ça. Parce que pour moi, la beauté c'était de pas avoir de fesses, genre de pas avoir de ventre, de pas avoir de sein. Bah, quand toutes tes copines commencent à être formées, etc., moi j'étais en mode mais pourquoi pas moi? Et puis après, une fois que c'est arrivé, par contre, je suis passée de cet extrême à l'autre. J'ai pas vraiment eu d'entre-deux. Et après, bah, moi j'étais dans. De toute manière, enfin, faut que je cache tout ça, faut pas que ça se voit. J'avais honte. J'avais honte de moi. Et puis, moi, ce qui m'a vraiment manqué, je me rends compte, c'est juste de parler avec ma mère de ces transformations physiques. Ouais. Alors que moi, je pense que ma mère aurait adoré qu'on en C'est parle. vrai. Genre, moi, ma Tu façon voulais de pas? gérer, ça a toujours D'accord, été d'ignorer. ou de- Par rapport à mon corps, j'ai l'impression que j'ai toujours eu un retard. Tu vois, c'est-à-dire qu'avant ma puberté, j'avais l'impression que j'étais toujours en retard. Et une fois que ma puberté s'est installée, que je suis devenue une femme, bah, comme j'ai pas pu vraiment exprimer ma féminité, enfin, j'ai l'impression d'avoir toujours un wagon de retard. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et donc, du coup, moi, j'ai commencé à apprécier mon corps, ou du moins à prendre conscience que mon corps avait une certaine beauté, qui pouvait plaire, etc. Et que je pouvais surtout le mettre en valeur quand j'avais, même après mes études supérieures, je pense vers l'âge de 21 ans, 22 ans. Donc assez tard quand même. Moi j'avais sauté une classe quand j'étais toute petite en maternelle, donc c'était pas parce que j'étais un génie, mais bon voilà, j'étais née au début de l'année. Mais du coup j'avais toujours ce truc où tu vois, j'avais pas un grand décalage avec les filles qui étaient autour de moi, j'étais un peu dans la moyenne, il y en avait qui étaient plus avancées au niveau de la puberté, d'autres moins. Mais je me disais, mais elles ont un an de plus que moi, et moi j'ai déjà, enfin genre je suis comme elles. Donc ça veut dire que, enfin je me disais heureusement que j'ai un an d'avance à l'école, mais tu vois, je me disais, ah mais je devrais être plus petite, je devrais... Bon après j'ai pas eu mes règles trop tôt, donc je les ai eues à presque 13 ans, donc c'était vraiment un âge voilà, où j'avais... En fait je me suis rendu compte que j'avais plein de copines qui les avaient déjà et ça m'avait trop rassurée parce que j'avais trop peur d'être genre la seule qui a ses règles. Enfin c'est vrai que ouais, moi il y avait un truc quand même assez négatif autour de cet aspect de la féminité et je me souviens que j'ai dû porter des serviettes hygiéniques mes tout premiers cycles. Mais je sais pas, je me souviens qu'au bout du 5e ou un truc comme ça, j'ai acheté des tampons en fait, je l'ai pas dit à ma mère et quand elle l'a vu, elle était un peu... Elle était pas énervée, mais c'était pas du tout parce qu'elle était pas contente que j'en porte, mais elle comprenait pas pourquoi je lui en avais pas parlé, parce que c'était quelque chose qu'elle voulait partager avec moi. Alors que moi, voilà, c'était vraiment ce genre de truc que non, je voulais tout gérer tout seul. Enfin, il était hors de question que j'en parle. Parce que j'avais un peu cette idée, mais c'est des trucs hyper misogynes, hein, mais que moi je vivais comme un fardeau, et j'avais un peu cette idée que quand t'es une femme, ton corps c'est cette chose incontrôlable, que voilà, ça coule, tu peux pas contrôler, etc. Et du coup moi c'est vraiment reprendre le contrôle là-dessus, c'était important, donc voilà, m'acheter mes tampons, machin, quand j'ai réussi à mettre la première fois, et que je me suis rendu compte que je pouvais vivre normalement, que je sentais pas le sang couler, que j'y pensais plus, enfin pour moi c'était génial, j'étais trop contente, enfin je me disais, ah mais c'est cool, en fait je peux être une femme et quand même faire des choses, ne pas être bloquée. Enfin, moi, il y avait vraiment ce truc d'entrave. Alors ça, c'était vraiment à l'adolescence. Hein. Après, ça a évolué et j'ai pas eu ce truc aussi négatif de ma vie. Enfin, au contraire, maintenant, je suis très contente d'être une femme, mais ouais. Oh, les règles. Moi, je me rappelle, le jour où j'ai eu mes règles, ma mère, je suis allée la voir. Et genre, elle m'a pris dans ses bras, elle m'a dit Mabrouk Benti, félicitations ma fille. Ça, moi, c'était ma phobie. Je me souviens aussi que ma mère, elle m'a regardée. Bon, elle savait que j'aimais pas trop, donc elle en a pas fait des caisses, mais elle m'a tendu son paquet de serviettes hygiéniques et elle m'a dit ça y est, t'es une femme maintenant. J'étais là genre putain mais genre qu'elle sort de la chambre tout de suite, genre moi ça me dégoûtait, genre ces trucs sentimentaux là, émotionnels. Puis moi après elle en a aussi parlé à mon père devant moi. Moi aussi je me souviens de ça. Non mais moi j'avais des relations conflictuelles avec mon père au moment de l'adolescence, mais on a tous les deux des caractères très forts et du coup à l'adolescence on pouvait pas communiquer sans se disputer. Mais c'était pas du tout sur des sujets, oh ma fille, pourquoi tu vas voir tel mec? Non, mon père, si je lui avais ramené mon copain à la maison, il aurait été trop content. Pourtant, c'est un vrai Algérois. Hein. Et enfin, bon, bref. Et du coup, il avait toujours ce truc où il avait l'impression que j'étais plus proche de ma mère, ce qui était vrai, je lui parlais plus facilement. Et en fait, j'avais trouvé ça du coup le matin dans ma culotte, et du coup, j'étais allée dire à ma maman, je me souviens, je lui avais dit. Vas-y devine ce que je vais te dire, et du coup vu que c'était vraiment la période où elle attendait ça, elle m'a dit ah t'as tes règles, et du coup voilà on a parlé comme ça le matin, et moi d'habitude le matin je parle pas trop aux gens et tout, et du coup mon père nous a vus en train d'avoir un moment de complicité et ça l'a vexé en fait. Et le truc c'est que
pour moi c'était trop gênant de dire à mon père, tu vois, j'ai toujours, enfin à cette époque-là j'étais gênée avec ce genre de sujet, mais même avec ma mère, tu vois, c'était pas forcément mon père, mais du coup je voulais, enfin c'était hors de question que je lui dise. Après je sais que ma mère elle a dû lui dire après quand ils étaient tout seuls, et du coup il m'en a pas voulu, mais c'est vrai que c'était, enfin bref, ça m'a rappelé ce souvenir que j'avais oublié. C'est trop mignon. Bah moi elle l'a dit à mon père, j'étais à table, on était que tous les trois. Je crois elle a dit devant lui, oh mon dieu, mais la phobie. Et elle a dit oui, bon, Imen, tu annonces à ton papa? Et moi j'étais en mode Et du coup c'est elle qui lui a annoncé. Et là mon père il m'a pris dans ses bras, il m'a dit pareil, Mabrouk Benti. Mais Mabrouk de quoi? Mais c'est vrai qu'il y a des... ça par contre je sais qu'il y avait, j'avais plein de copines qui l'attendaient avec impatience, tu vois. Ouais. Genre ah ça y est je suis une femme. Je crois que ma mère elle l'attendait. Non, je dis n'importe quoi. Ma mère non plus, elle était comme moi, je crois qu'elle était pas contente, c'était une honte. Même d'ailleurs, elle m'avait dit qu'à l'époque, elle a caché pendant 1 an à sa mère qu'elle avait ses règles, qu'elle mettait des tissus et tout. Désolée maman si je partage ça sur YouTube. Mais non, mais je pense que c'est important d'en parler. Ouais. Bon, après c'est sûr qu'à notre génération, on en parle plus facilement, mais tu vois, ça reste un truc oui, tabou. bien sûr, assez tabou. Mais ouais, parce que c'est vrai que dans les cultures arabes... Entre femmes, c'est un peu entre femmes, on en parle, mais ça dépend. Elle m'a appelé ma tante et tout, hein, pour ouais, me dire ça y est, Imen, elle a ses règles. En fait, je trouve qu'il y a un peu ces deux aspects. Dans les cultures arabes, t'as des familles où voilà, ce genre de truc, voilà, entre femmes, voilà, dans un certain contexte, tu vas en parler très facilement, tu vas facilement livrer le côté émotionnel, enfin, ces trucs intimes. Et il y a des familles, et je pense que la mienne, c'est un peu plus comme ça, où ils sont pas, genre, au niveau de la religion et tout, ils sont pas du tout rigoristes ou quoi que ce soit. Enfin, c'est pas un truc qui est lié à la religion, mais c'est plus dans la gestion un peu des émotions et tout, comment on partage ces choses-là. Et non, là, ils sont plutôt... ouais, c'est pas trop... Enfin, on partage pas trop ces choses-là. C'est assez... L'intimité, c'est assez compliqué. Et bref, du coup, ouais, ça nous fait aller loin, mais... Mais ouais, mais c'est marrant. Bon, après là, je fais ma psy, mais c'est vrai que c'est marrant quand tu vois les trucs transgénérationnels comme ça, les histoires un peu qui se répètent. Tu sais, c'est des trucs qui te dépassent en fait, dont t'as pas conscience, mais en fait, ça doit certainement avoir un impact quand même sur ce qui t'est légué comme impression sur le monde, sur ton corps, sur ces choses-là. Bref. Ouais, non, c'est un sujet très vaste. Du coup, vaste. je t'ai coupé, non? Je sais plus si c'est ce que tu disais, comme on fait un peu de... Après moi peut-être la dernière chose que je rajouterais par rapport au corps, mais c'est aussi lié à la religion, mais enfin c'est comme ça que moi que je l'ai vécu de toute manière, c'est que oui, à partir du moment où je suis, on va dire, devenue une femme, j'ai l'impression que du coup mon corps tout d'un coup il avait une valeur mais oui bien sûr que enfin j'aurais jamais soupçonné en fait que mon corps pouvait être l'objet de tant d'attentes en fait. Mais c'est ça, je crois que toutes les femmes ont eu ce même vécu quoi, mais dès que tu commences à avoir des petits bouts de seins, t'as 11 ans, 12 ans, 13 ans, tu es une femme dans les yeux de beaucoup de... pas de toute la société, mais quand même tu commences à avoir des hommes de 50 ans qui te regardent dans la rue, enfin, et ça c'est d'une violence. Enfin, je sais pas si c'est de ça que tu parlais, mais... moi, j'ai beaucoup parlé de ma mère, mais c'est vrai que c'est avec elle que j'ai vécu tout ça. Non, pour donner un exemple, la veille d'avoir mes règles, j'étais à la piscine chez ma voisine. Le soir, en plus, je me rappelle, c'était la finale de la Coupe du Monde de France-Italie. J'ai eu ces règles chez elle. Le lendemain... Et j'avais plus le droit d'aller à partir du lendemain, j'avais plus le droit d'aller à la piscine parce que ça veut dire se mettre en maillot de bain. Ouais. Du coup, ça y est, tu deviens une femme fertile, il y a tout ça. Voilà, donc je peux plus montrer mes jambes, etc. Et à partir de ce moment-là, j'ai pas mis le voile tout de suite, mais par contre, tu vois, j'avais plus le droit de mettre de shorts, j'avais plus le droit de mettre de débardeur. Enfin voilà, il fallait qu'on voit plus mes fesses du jour au lendemain, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, mais pourquoi c'est la malédiction quoi, en fait, c'est pareil, je suis une femme, du coup Et du coup, je suis passée de l'euphorie d'avoir mes règles pour être comme mes copines à en fait, non, j'en veux plus. Tu vois, parce que j'ai compris à ce moment-là que tout allait changer. Et en fait, jusqu'à très longtemps, peut-être même jusqu'à maintenant, mais c'est vrai que mon rapport au corps est très... je sais pas comment dire, j'ai l'impression que ça me demande en fait un effort de l'accepter, ou que ça me demande... Enfin, que ça me coûte en fait. J'ai l'impression que... j'arrive même pas à mettre des mots dessus, mais... Qu'est-ce qui te coûte de montrer ton corps ou d'accepter qu'il ait cette valeur qu'on lui attribue oui, enfin, qu'il ait une valeur et que qui t'appartient pas totalement en fait, c'est ça. Voilà, et que j'ai pas vraiment de contrôle sur elle. J'ai l'impression que je dois toujours me justifier. Et des fois même, tu vois, de manière inconsciente, enfin, je sais clairement que
bah, par exemple, quand je vais chez mes parents, bah, en plus, en ce moment, je vis chez eux, bah, par respect, bah, dans la taille, enfin, tu vois, de ce que je vais montrer ou pas, bah, il va y avoir un impact, ce genre de choses. Alors que, qui n'a pas forcément... qui correspond pas à ce que moi, j'ai réellement envie, ou enfin tu vois ce que je veux dire. Et c'est très moi j'ai eu de la chance parce que ce truc là je l'ai eu par rapport à la société, c'est clair, mais dans ma famille j'ai pas ressenti ça, enfin il n'y a pas eu il y a eu des petits changements évidemment parce que ton corps change donc c'est normal, mais il n'y a pas eu ce truc de ah bah maintenant on te regarde différemment, maintenant t'as plus le droit de faire ci ou ça. Juste je me souviens une fois j'avais 12 ans et j'étais allée en Algérie, je suis pas allée beaucoup en Algérie dans mon enfance, mais quand même à cette époque-là, voilà, j'y allais quand même de temps en temps, mais là, ça faisait quelques années que j'étais pas allée, donc la dernière fois, j'étais vraiment petite, et en fait, j'avais mis un jean qui était un peu moulant, mais enfin voilà, j'avais 12 ans, enfin, j'étais toute fine, et ma grand-mère, quand elle a vu ça, elle m'a dit « Mais t'es folle !» Genre, pour elle, genre, tu vas pas sortir comme ça. Et tu vois, du coup, pour moi, c'était vraiment trop drôle, parce que c'était la vieille grand-mère, et puis c'était la grand-mère rebeu du bled, quoi. Donc tu vois, je me disais, bon, ok, elle avait vraiment pas du tout le même paradigme que moi, bon, ok, je respecte. Mais dans ma famille proche, ouais, y a pas eu ce truc-là. Ouais. Et c'est marrant quand je t'entends, ou même d'autres femmes, c'est que je pense que moi, j'ai grandi dans un milieu où mon corps, j'ai l'impression qu'il était tellement emprisonné que quand j'ai pu m'habiller comme je voulais, que j'étais dans la rue, et qu'au début, hein, que je me prenais des réflexions par des hommes ou ce genre de choses, limite, en fait, j'aimais bien. Tu vois ce que je veux dire? Et j'avais pas encore conscience de ce qu'il y avait derrière, tu vois, de la gravité en fait des choses, d'être interpellée, de ce genre de choses. Mais j'avais juste, je crois, besoin d'être reconnue en tant que femme. Et quand j'y pense, ça venait s'opposer à ce que tu vivais à la maison. Complètement. Et donc en fait, je crois même qu'il y avait une période où je n'attendais que ça, enfin c'était horrible, mais genre quand j'étais même pour aller chercher une baguette de pain, je me mettais sur mon 31. Moi ça je l'ai toujours vécu comme une violence. Je me souviens que la toute première fois de ma vie que je suis sortie de chez moi, et j'avais mon premier soutien-gorge, j'avais des micro-seins, j'avais mon premier soutien-gorge, et j'étais avec ma meilleure amie, et là on avait croisé un mec de notre classe, et je sais pas s'il a vu que j'avais un nouveau soutien-gorge, mais il m'a vu et il m'a dit salope. Et oh mon dieu. Et franchement il l'avait probablement pas vu, tu vois, c'est juste à cet âge-là, on était en CM2, c'est ça, avant la 6ème, c'est CM2, j'ai oublié. On était en CM2, donc tu vois, c'est vraiment l'âge où les garçons ils sont cons, voilà. Mais du coup, moi j'ai associé quand même ce truc de genre, ah ouais, je sors avec un soutien-gorge et j'ai un attribut féminin, et du coup je me fais traiter de salope. Et en fait, c'est vrai, tu vois, enfin, c'était une bonne association, mais ouais. Donc ouais, ça je l'ai toujours vécu comme une violence, mais il y a un moment où je le vivais comme un truc sur lequel t'as pas d'emprise, quoi, tu vois, c'est comme ça, alors que maintenant je suis plus... non, en fait, ça ne devrait pas être comme ça. Oui, complètement. Oh oui, moi aussi, heureusement d'ailleurs, complètement. Après, bah, je rajoute juste un dernier truc là-dessus, parce que ça fait longtemps qu'on parle, mais par rapport au harcèlement de rue, là, c'est vrai qu'il y a une expérience, je pense, qui est propre aux femmes maghrébines, mais c'est quand tu retournes au bled. Et là, c'est vrai que là-bas, tu vois que le harcèlement de rue, c'est un autre niveau, quoi. Ah oui, c'est culturellement, c'est un truc qui est beaucoup plus... Enfin, je me souviens que... Bah, on n'aime jamais trop parler des trucs négatifs qu'il y a dans notre pays d'origine, parce qu'il y a déjà tellement d'images négatives, mais en même temps, il faut le dire, tu vois, les trucs qui vont pas... Et c'est vrai que je me souviens que, bah, justement, ce voyage-là où j'ai été revenue... j'avais 12-13 ans, donc c'était la première fois que j'y allais en tant que jeune ado, pré-ado. J'avais vécu de plein fouet ce truc où les hommes te regardent, mais vraiment, mais viennent te parler, mais sans aucun filtre. Et parce que quand t'es enfant, du coup, tu vis pas ça comme ça quand même. Et c'est vrai que quand je suis rentrée en France, ah mais quel soulagement, tu vois, de plus être regardée. Alors que là maintenant, à l'heure actuelle, je trouve qu'il y a énormément de harcèlement de rue en France, et pas que des personnes d'origine maghrébine ou africaine ou quoi que ce soit, enfin vraiment de toutes les catégories d'hommes. Mais c'est vrai que non, c'est un tout autre niveau. C'est vraiment... Ah oui, c'est clair, quand tu vas en Algérie, il y a vraiment une scission, en fait, pareil, j'ai l'impression le avant-après puberté. Et qu'une fois que t'es pubère, j'ai l'impression, bah ouais, c'est comme en fait si t'étais un peu sur le marché. Et en fait, les hommes et de tous les horizons, enfin vraiment jeunes, et j'ai aussi eu des personnes bien plus âgées que moi, qui peuvent avoir l'âge de mon père, qui étaient venues me parler, me susurrer des choses à l'oreille. Et puis moi je me rappelle... gestes et tout, je me souviens. Ouais, vraiment. Avec ta mère à côté. Ouais, c'est vraiment très, très compliqué. Et moi je me rappelle d'un souvenir, c'est que
Pour moi, à la maison, on a grandi dans la culture algérienne, enfin je dirais même arabo-musulmane. J'ai toujours eu un gros tabou autour des mots qui font référence aux parties intimes de ton corps, aux relations amoureuses, sexuelles, etc. Donc je connaissais les mots, mais c'était pire qu'un gros mot. Enfin, c'est-à-dire que je pouvais même pas les prononcer en arabe. Ouais. Et du coup, quand ces hommes-là venaient me voir et employaient ces mots-là, j'avais l'impression que c'était un double choc pour moi, tu vois, non seulement de leur attitude et ce qui dégageait et ce que du coup je prenais, et en plus cette agressivité, enfin je vivais comme vraiment une grosse agressivité verbale, et j'étais complètement désemparée. Et puis en fait c'est pour ça après que j'ai compris pourquoi en fait après la puberté je sortais plus beaucoup en fait. Enfin même mes parents avaient peur en fait pour moi, et si j'avais pas un oncle ou enfin vraiment qui me tenait comme ça et on était vraiment très proches, en gros je sortais pas, que ce soit le jour, la nuit. Ouais. Donc voilà. Du coup voilà, on a abordé 3 sujets, donc on va s'arrêter là et on en fera d'autres. Il reste encore plein de choses à dire. Et puis tant mieux, comme ça on pourra faire sur ma chaîne, sur la tienne. Ouais. Ça peut être un écho sympa. Des petites chroniques. Oui. Pour leur trouver un petit nom, ça pourrait être chouette. Voilà, j'espère que pour la partie 2, vous pouvez venir sur ma chaîne. Voilà, exactement. Je mettrai le lien en barre d'infos, etc. Elle est gracieuse, allez vous abonner, elle est trop chouette, trop intéressante. Et puis voilà, j'espère que cet entretien t'aura plu. C'était vraiment très naturel, on n'a rien du tout préparé. C'était comme si tu parlais avec nous. On est parti dans toutes nos idées comme ça. Mais... Ouais, ça fait son charme. C'est comme ça. Écoute, je te fais plein de bisous, prends soin de toi et puis à très vite. Ciao. Bye.